Nous sommes en 1860. Outre-Atlantique, les États du Sud viennent de se séparer de ceux du Nord. La guerre de sécession est sur le point de commencer. Mais un problème se pose. En effet, le Sud tire sa grande fortune de la culture du coton et du tabac, exportée ensuite vers le reste du monde, notamment l'Europe. Or, la Confédération se sait particulièrement en difficulté sur le plan naval. L'Union ne manquerait pas, assurément, de faire le blocus des ports confédérés pour toucher, là où ça fait mal, l'économie. Le ministre de la Marine sudiste, Stephen Mallory, axe donc sa stratégie sur 3 principes. Les navires cuirassés seraient les principaux navires de guerre pour attaquer la flotte ennemie. Les ports et les fleuves seraient protégés par des batteries et des mines. Enfin, la flotte de commerce des États-Unis serait attaquée dans une guerre de course. C'est cette dernière stratégie que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. La guerre de course est habituellement l'affaire des corsaires, c'est-à-dire des navires affrétés par des particuliers dotés d'une lettre de marque pour s'attaquer aux navires marchands ennemis et partager avec l'État la recette des prises. Pourtant, Mallory veut que ce soit des navires de guerre confédérés pour mener cette guerre de course. Une vingtaine d'entre eux appartiennent donc à la marine de guerre et se nomment les Raiders. Le plus célèbre d'entre tous, le CSS Alabama. Comme le Nord possède tous les arsenaux, le navire est construit en Angleterre. Seulement, il est construit non armé. Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne étant officiellement neutre, elle a l'interdiction de fournir des armes à un pays étranger en guerre. Le 29 juillet 1862, le navire est lancé sous le nom d'Henrica. Ce sloop au foire possède 3 mâts, mais aussi une machine à vapeur, lui permettant d'atteindre la vitesse de 13 nœuds, soit environ 24 km/h. Malgré l'espionnage et les avertissements de l'Union, le bateau quitte le port. Il s'agit d'un navire de commerce non armé, qui n'en fera donc pas les dispositions de la loi sur la neutralité britannique. Il cingle vers les Açores, en eau internationale, où il est équipé de 6 canons, plus une pièce à l'avant et une autre à l'arrière. Le capitaine Raphael Sims en prend le commandement, 24 officiers sudistes l'accompagnent. Après s'être approvisionné en charbon, le pavillon de la marine confédérée est hissé et le navire prend son nouveau nom, l'Alabama. En 2 semaines, l'Alabama intercepte et coule 8 baleiniers yankees et un schooner. Le capitaine Sims raconte la capture d'un d'entre eux. Nous avons pris en chasse un gros bâtiment qui de loin ressemblait à une frégate. Après nous avoir vu hisser le pavillon des États-Unis, il a fait route vers nous sans se douter qu'il se jetait dans les bras de l'ennemi. C'était un baleinier qui rentrait maintenant dans le Massachusetts avec 1100 barils. Comme il faisait presque nuit au moment de la capture, je lui ai donné l'ordre de se mettre en panne. Mais le capitaine, apprenant par certains de mes matelots que j'avais permis au capitaine et à l'équipage d'un autre bâtiment de rallier la terre dans leur propre embarcation, me demanda la permission d'en faire autant. J'ai accepté et lui ai également accordé, comme de coutume, la permission de prendre toutes les provisions nécessaires ainsi que les effets personnels de l'équipage. Moins de 2 heures après, il accosta le long de l'Alabama avec 6 embarcations, chargées chacune de 6 hommes. Je n'ai pu m'empêcher de sourire en voyant la quantité d'affaires que cet homme astucieux avait fait empiler dans ses embarcations. Elles étaient remplies, à en couler, de tout un bric-à-brac, allant des coffres des matelots et des hamacs jusqu'aux châtigrés et aux perroquets du bord. Le croiseur fait voile vers les Antilles, puis vers le golfe du Mexique pour aider l'État du Texas à lutter contre une armée d'invasion nordiste. Là, il connaît son premier engagement face à un navire de guerre, l'USS Hatteras, d'où il sort victorieux. Notre corsaire repart ensuite au large du Brésil, où il effectue 29 prises de plus, puis longe l'Afrique pour arriver au Cap, en Afrique du Sud. Poursuivi par les navires de l'Union, il navigue dans l'océan Indien, la mer de Chine et Singapour. Là, le reporter du journal local, le Straits Times, est invité à visiter le CSS Alabama et rédige un article laudatif. Il est frappé, écrit-il, par l'allure du bateau de course du CSS Alabama. Coque fine et basse sur l'eau, gigantesque voile basse, cheminée basse et de plus escamotable comme l'hélice. Et, écrit encore le reporter, la propreté et l'ordre qui règnent à bord n'ont d'égal que la courtoisie des marins. Après avoir coulé 2 autres navires, Sims décide de repartir vers l'ouest pour effectuer des réparations.
et l'Alabama avait bien besoin de repos. Le navire avait capturé pas moins de 64 navires ennemis en moins de 500 jours en mer, tout en ayant évité ses poursuivants. Mais tout doit prendre fin. À son arrivée au port de Cherbourg, en France, il se signale et se trouve pris au piège par les navires nordistes qui bloquent la sortie du port. Cependant, le capitaine Sims, qui avait déjà dû abandonner un précédent navire, lui aussi bloqué dans le port, ne veut pas revivre cette humiliation. Son caractère combatif le pousse alors à tenter le tout pour le tout et essayer de forcer le blocus pour livrer un combat qu'il assimile à un duel. Il envoie même un message au capitaine Winslow de l'USS Kearsarge avec le défi suivant. Mon intention est de combattre le Kearsarge dès que je pourrai prendre les dispositions nécessaires. J'espère qu'ils ne me retiendront pas plus que demain ou après-demain au plus. Je le supplie de ne pas partir avant que je sois prêt à sortir. Le 14 juin 1864, le CSS Alabama sort du port pour affronter le Kearsarge qui lui barre le passage. Sous le regard d'une foule de milliers de spectateurs, le combat s'engage entre les deux navires. L'USS Kearsarge est un sloop de guerre armé de 7 canons, dont 2 de 280 mm. Ce que Sims ignore, c'est que le navire fédéral a ses flancs renforcés de chaînes de fer. Les navires effectuent 7 cercles concentriques, chacun cherchant à surpasser l'autre sans succès. Ouvrant rapidement le feu, le croiseur sudiste enchaîne les tirs de loin, mais ce faisant, au détriment de sa précision. En outre, il semble que ces munitions ne furent pas d'une grande efficacité. 2 obus touchent le navire nordiste dans le bladage de sa machine à vapeur. S'ils avaient explosé, le Kearsarge aurait été grandement désavantagé, et ce ne fut pas le cas. Les tirs de ce dernier, plus tardifs mais implacables, trouvèrent leur cible et infligèrent des dégâts irréparables aux corsaires. Les machines noyées, le gouvernail brisé, le navire corsaire est méthodiquement rasé par les canons du navire fédéral. Ayant amené ses couleurs, l'Alabama cesse le combat, et les survivants sont recueillis par le navire de l'Union, mais aussi par un petit navire anglais. Ainsi, Sims embarque sur le bateau britannique avec 41 officiers et marins pour l'Angleterre, sous le regard furieux mais impuissant du capitaine du Kearsarge. 40 marins de l'Alabama périrent lors de l'affrontement, on compte 2 blessés sur le Kearsarge. Durant ses 2 ans de carrière en tant que corsaire, l'Alabama n'a jamais visité un seul port confédéré. Outre l'effet psychologique désastreux créé par les nordistes par cet insaisissable bateau fantôme, le CSS Alabama a attiré à sa suite, loin du théâtre des opérations, d'importants effectifs matériels et humains, créant ainsi une diversion bienvenue pour la Confédération. Il a arraisonné près de 450 navires marchands de l'Union et en a capturé 65. Mais les répercussions vont plus loin que ce grand nombre de navires. On estime que la moitié des navires marchands des États-Unis cessèrent de naviguer de peur d'être capturés ou furent vendus à des pays neutres. La valeur des prises est évaluée à 6 millions de dollars de l'époque, soit environ 123 millions aujourd'hui. Ironie de l'histoire, en 1851, le juriste qui était Raphaël Sims avait écrit « Les corsaires ne sont que des pirates porteurs d'une licence. Il convient que toutes les nations civilisées luttent contre cette pratique pour la supprimer. » Mais la conduite de ce corsaire fut des plus honorables. L'Alabama a mis en liberté conditionnelle plus de 2000 marins marchands qu'elle a capturés, les remettant dans des îles ou ports voisins plutôt que de les laisser à la dérive. Et aucun civil n'a jamais été tué par le raider. Le capitaine Sims aurait même libéré un esclave nordiste, David White, qui servira à bord de l'Alabama et sera tué lors de la bataille de Cherbourg. Mais en définitive, bien qu'emblématique, le CSS Alabama et ses frères corsaires ne sont qu'une piètre réponse à la puissance navale de l'Union. Les corsaires, même s'ils possèdent une capacité de nuisance non négligeable, n'ont pu influer de manière décisive sur la guerre navale et commerciale. Tout comme les corsaires français du début du XVIIIe siècle ou la guerre de course allemande des 2 guerres mondiales, l'impact psychologique et économique fut bien plus important que l'impact militaire. Option stratégique des marines faibles, la guerre de course, si elle n'est pas soutenue par une marine de guerre conséquente, se révélera au final à chaque fois un échec.